Très bien, j'espère que vous avez une bonne pause. Et maintenant, nous allons parler de la prochaine partie de notre euh, conférence d'aujourd'hui, l'avenir du logement au Canada. Le Canada est au cœur d'une crise nationale de logement avec la nécessité de construire plus de logements plus rapidement et à un prix plus abordable. Ce panel explorera les défis auxquels nos villes sont confrontées en matière de logement et les idées novatrices qui nous aideront à les surmonter. Et nous donnons la parole à Karen Helen Kerr, pardon, qui va présenter notre panel d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Dans mon intervention précédente, je dis à plusieurs reprises que c'est une conversation tout à fait pertinente, très importante, car il y a des exemples importants que je voudrais partager avec vous. Donc, je suis très heureuse de présenter à Adrian Pacini, qui est associé chez SHC Consulting à Toronto, mais il travaille partout au Canada. Je ne vais pas vous lire toute la biographie en entière parce que vous pouvez euh, trouver très facilement le travail qu'il fait. Et Sean Campbell, qui est le directeur général de Union Cooperative, et qui travaille avec nous aussi, et Mary Dorothy McCabe de la ville de Waterloo. Merci beaucoup à vous tous. Et je vais donc préparer un petit peu le contexte, hein. Quand je parlais avant, je parlais toujours en regardant vers l'avant et en pensant toujours au logement. Et quand on pense au logement, nous pensons qu'au présent, nous avons besoin de plus de logements et des logements abordables. Mais si nous nous projetons à l'avenir, est-ce que nous allons avoir besoin de même logements que nous avons aujourd'hui ou est-ce que nous devons avoir des logements qui puissent s'adapter aux changements des époques, aux turbulences économiques qui nous attendent. Donc, nous devons nous projeter pour les 20 prochaines années et penser au logement de l'avenir. Et si nous pouvons les construire maintenant, ou c'est quelque chose que nous allons devoir laisser pour l'avenir. C'est vraiment le thème d'aujourd'hui. Et j'aimerais donc, vous demandez, Dorothy, de lancer la conversation. Et dites-nous ce que vous faites, pourquoi vous êtes là et qu'est-ce qui est intéressant dans votre monde. Merci beaucoup de l'opportunité que vous me donnez de vous adresser la parole. Nous sommes dans la ville de Waterloo. Je suis la mairesse, mais j'ai travaillé aussi dans le conseil de la région d'eau à Waterloo. Donc, nous travaillons avec le secteur du logement. Et j'ai été élue en 2024 et suis à la tête d'un conseil où nous sommes 6 femmes et je pense que nous avons ainsi la conseillère Jade Lee Ruby parce qu'elles sont aussi passionnées de la durabilité, du changement climatique et nous travaillons avec notre équipe dans, sur la base de nos priorités, de ce que nous avons fait. Et nous nous basons aussi sur le travail que nous faisons au cours de notre plan stratégique, centré sur le changement climatique et le logement, qui sont les 2 thèmes les plus importants aujourd'hui sur le court terme, mais aussi sur le long terme. Donc, je me suis proposée en tant que candidate pour mon intérêt vers le changement climatique, mais aussi euh, vis-à-vis du logement et de la crise. Nous sommes à un moment qui pose énormément de défis. Et en tant qu'élu, il est absolument nécessaire que l'on se penche vers l'avenir et que nous voyions comment ces 2 aspects sont intimement liés et tout aussi comme le transport. Je pense que nous devons prendre des actions en matière de logement, de transport, de durabilité et de la construction de communautés et des communautés qui soient accueillantes pour nous tous. Merci. John? Sean? Oui, je travaille avec Union Cooperative. Nous sommes, nous avons été les premiers au Canada d'utiliser le modèle coopératif pour le logement. Vous voyez beaucoup de coopératives qui collectent des fonds pour l'énergie
solaire pour les communautés qui veulent faire partie de la solution. Mais nous n'avons jamais vu cette approche dans les logements. Nous avons vu des collectes de certains secteurs financiers, y compris mon fonds de pension, la société de mon fonds de pension. Nous ne voyons pas nécessairement de résultats, mais nous, en tant que communauté, nous pourrions avoir la même approche au lieu de toujours chercher la fin du gain et essayer de prendre mieux charge de nous-mêmes. Et en parlant des coopératives, il y a quelques années, nous avons acheté notre première propriété en 2022, 60 appartements. Nous avons loué quelques-uns pour moins de 1 000 $ par mois à des personnes qui avaient des problèmes de logement, y compris les femmes canadiennes ou des personnes qui vivaient dans les abris. Et nous devons donc aussi faire un exercice d'aller au recul il y a 10 ans et voir comment nous aurions pu aider les personnes qui étaient dans nos communautés. 240 de nos voisins se sont unis à la coopérative. Je suis fière de vous dire que nous allons faire nos communautés plus accueillantes étant donné ces stratégies. Et nous voulons aussi investir dans les rénovations de nos bâtiments pour qu'ils soient beaucoup plus efficaces du point de vue énergétique. C'est merveilleux, merci beaucoup. Bonjour, je suis Adrienne. Merci de m'avoir dans ce panel. Je travaille chez SHS Consulting. Ça fait 25 ans que nous sommes actifs et nous sommes aussi centrés sur le besoin de logements abordables au Canada, que nous croyons que tout le monde devrait avoir un endroit où appeler son chez-soi. Et nous nous plaçons aussi dans l'espace pour les résolutions des problèmes pour créer des communautés résilientes. Donc, nous jouons différents rôles selon les endroits pour nous assurer que non seulement aujourd'hui, mais demain, nous aurons un logement où vivre et que ce sont des logements qui vont durer longtemps au fur et à mesure que la vie des personnes va changer. Vous avez entendu quelques-unes de crises dont on a parlé. Donc, comment nous veiller à ce qu'il y ait toujours des logements où les personnes puissent vivre de façon euh, appropriée et nous travaillons sur 3 domaines. Le premier, soutenir le gouvernement, comme la ville de Waterloo, avec des politiques novatrices sur le logement, voir quelle est, disons, la situation générale démographique de nos communautés, comment il y a des changements, comment nous allons avoir besoin de logements à l'avenir, comment nous pouvons promouvoir et donner des incitations pour que ces logements soient bâtis. Et nous aidons aussi les organisations comme celle de Champs qui commence à développer aussi une politique de logement abordable et nous l'appelons, disons, politique à des fins non lucratives pour les logements. Et notre objectif final, c'est que ce soit des logements abordables sur le long terme. Et nous allons tout à travers d'un processus et nous travaillons pour incorporer, disons, beaucoup de personnes comme celles qui sont ici, pour déterminer comment nous pouvons tous jouer notre rôle dans cette solution. Donc, je suis heureuse d'être là. Wow. Nous avons un panel extraordinaire aujourd'hui. Je suis impressionnée. Alors, comment allons-nous procéder? J'ai une série de questions que j'ai préparées et nous pouvons commencer la conversation. Et une fois que nous aurons l'occasion de réviser quelques-unes de ces idées, je voudrais donner la parole au public. Donc, si vous voulez ajouter quelque chose à la conversation, n'hésitez pas. Partagez avec nous vos pensées et pensez à quel panéliste voulez vous adresser la question. Et nous allons avoir 15 minutes à la fin de notre panel pour faire cet échange. D'accord? Alors, j'ai mes questions ici par écrit. Je vais les lire. Donc, à partir de ce que j'ai dit avant aussi, et ce qui vient de dire, le changement climatique est là, il y a de plus en plus de pression sur l'industrie immobilière, sur les logements. Peut-être nos logements aujourd'hui ne sont pas tout à fait appropriés pour faire face au changement climatique. Et
il y a beaucoup d'endroits qui ne sont pas préparés déjà pour ces changements. Alors, comment penser au logement de l'avenir avec les conditions extrêmes, par exemple les canicules, les tempêtes, etc., tout ce qui va venir? Et aussi, pouvons-nous atteindre zéro émission par rapport à la préparation et nos approches des logements? Vous pouvez partager avec nous vos expériences. Est-ce qu'il y a des innovations qui sont en cours ou que vous savez qui sont déjà en cours ailleurs? Oui, bon, il y a beaucoup de questions là-dedans, mais je dirais que la réponse plus courte serait que les solutions peuvent atteindre euh, émission zéro. Aujourd'hui, eh bien, je dirais que non, malheureusement. J'ai vu que dans certaines communautés, c'est une spirale qui est toujours, qui augmente en intensité. Nous voyons par exemple dans la ville de Waterloo, il y a eu quelques années, nous nous sommes rendus compte que nous étions arrivés à nos limites et qu'il fallait avoir une stratégie pour les 20 prochaines années. Et je crois que bon, si nous travaillons avec les communautés, si nous travaillons avec les ONG, avec les organisations à but non lucratif, si nous travaillons avec des normes écologiques sur cette longueur d'onde, je pense que dans les 2 prochaines années, même si nous savons qu'il y a des choses qui doivent être faites, que nous devons changer beaucoup d'approches, nous devons continuer d'aller de l'avant. Nous devons continuer d'inviter d'autres partenaires. Et je pense que notre conseil est un petit peu impatient parce que nous devons passer à l'action. Et l'une des choses qui me motive énormément, c'est un projet que nous avons maintenant. C'est un projet qui s'appelle Maintenant. C'est euh, un projet qui a été approuvé la semaine dernière. Et nous voulons que dans la ville de Waterloo, nous avons 25 acres de propriété. Eh bien, nous avons obtenu le fonds d'accélérateur de logement, nous avons obtenu ce financement et hier, nous avons décidé, sur la base d'une consultation communautaire, que la province allait donc prendre cette voie et c'est une propriété qui a été là, vacante pendant 25 ans et nous allons donc utiliser ces lots de terrain pour prêter des services ou donner des services communautaires pour l'emploi. Et des personnes comme Jean et d'autres vont pouvoir aussi peut-être faire de la place pour le logement durable. Nous travaillons déjà sur les détails du projet qui arrive, mais nous nous sommes fixés des objectifs assez ambitieux. Et c'est vraiment quelque chose qui nous motive parce que cela crée beaucoup d'enthousiasme. Nous avons dû attendre, mais maintenant nous avons les idées de la communauté. Nous avons 700 personnes, peut-être 900 personnes et plus. À qui nous avons consulté, nous avons dit que nous allions faire un bâtiment de 6 étages. On nous a demandé d'aller encore plus loin. Et donc voilà. Et oui, nous espérons que nous allons pouvoir avoir 900 logements dans ce bâtiment que nous voulons construire et nous nous sommes fixés des standards assez hauts et il va y avoir des zones vertes, il va y avoir des passerelles, il va y avoir beaucoup de zones pour la récréation, beaucoup d'écoles, il va y avoir une bibliothèque. Donc, ce sera comme un centre communautaire qui aura beaucoup d'importance et c'est vraiment quelque chose qui va commencer qui a déjà commencé et qui sera prête l'année prochaine. Bon, je vous félicite. Oui, nous avons voté à l'unanimité l'approbation de ce projet. Nous avons une équipe merveilleuse qui nous aide et nous sommes donc très, très heureux. Et je pense que c'est un exemple que les autres municipalités pourraient aussi utiliser pour apprendre un peu. Oui, une chose qui nous fait assez spécial, c'est que nous avons beaucoup de municipalités. Donc oui, nous sommes impatients de voir cet exemple merveilleux que les autres vont pouvoir suivre. Et Dorothy vient justement de le dire. C'est très bien dit. Oui, c'est comme un conseil municipal, vous savez, protagoniste, star. Oui,
Et tout à fait, c'est comme ça. Nous sommes heureux qu'il y ait une stratégie comme celle-ci euh, et que cela nous aide avec la production. Nous allons utiliser une technologie qui va nous permettre aussi d'avoir une approche abordable. Et cela ne veut pas dire que les solutions gouvernementales doivent être les seules, mais c'est important d'avoir une solution. Et il y a des défis avec le projet, j'en suis sûre, mais je pense que c'est important d'avoir, par exemple, une réduction importante des émissions de gaz à effet de serre de 90% et réduction d'énergie aussi significative. Et l'un des grands défis, c'est que les villes sont devenues de plus en plus sales et le gouvernement a décidé peut-être de miser sur l'efficacité. Et je pourrais, par exemple, viser à zéro émission si les émissions venaient de gaz naturel ou d'autres. Et c'est un changement du système et nous devons nous aussi changer en tant qu'organisation. Nous devons penser à notre capacité de faire toutes ces rénovations et nous devons respecter les tendances qui sont en place. Cela ne peut pas être un outil pour déplacer ou pour, disons, prendre euh, l'approche non appropriée pour ces logements. Parce que c'était avant des logements qui ont connu une augmentation très importante dans les loyers. Et jusqu'à 2018, il n'y avait aucun contrôle. Et la raison, c'était que les logements étaient si bas qu'il était possible de faire des rénovations. Mais lorsque nous mettons ces logements dans les marchés qui n'est pas un marché à propriétaire, peut-être nous pouvons changer la vie des personnes qui habitent déjà là. Et si le gouvernement joue un rôle plus actif en matière de rénovation, on pourrait dire que si tout gouvernement pouvait payer ces rénovations pour les personnes qui sont là, ce serait bénéfique parce que cela ne serait pas utilisé comme un outil pour déplacer ou déloger les personnes. Nous avons quelques partenariats qui fonctionnent et que nous voulons donc continuer de mettre en place. Il va y avoir des moments où nous peut-être devrons démolir un bâtiment, c'est possible, mais avant, quand on le faisait, d'accord, mais maintenant, ce n'est plus l'approche. Euh, Par exemple, ici dans notre région, nous devons continuer de bâtir. Je sais que je parle euh, à- peut-être que je devrais enlever mes casques, mais comment pouvons-nous déplacer les personnes qui sont dans leur logement à un hôtel? Mettons, nous pourrions le mettre en hôtel, développer des immeubles qui soient efficaces et puis énergétiquement intelligents et puis réaménager les personnes à leur logement. Donc, ce sont des solutions auxquelles nous pourrions penser. Oui, et vous faites ce que j'ai demandé aux personnes de faire, hein, de penser aux problèmes systémiques de façon voilà, systématique et cohérente. Oui, Sean, je suis heureuse que vous aviez parlé des résidents et comment cela fonctionne et le menace euh, pour les logements abordables. C'est un problème à Toronto aussi. Euh, En ce qui concerne le secteur du bâtiment, nous voyons qu'il y a beaucoup d'appartements qui ont été construits à la même époque, qui doivent être rénovés, et les architectes ont fait beaucoup de travail à cet égard pour ce qui est la mise à jour de ces infrastructures. Il y a beaucoup de lectures qui sont disponibles, mais je pense que les rénovations sont un secteur prometteur parce que nous revenons sur les investissements sur le logement au Canada. Nous avions, nous avons un plan chez notre société et c'est l'opportunité de faire des bonnes politiques et de commencer à être beaucoup plus cohérent, d'utiliser ce que nous avons déjà. Nous avons l'opportunité d'utiliser en terrain, il faut le faire. Il ne faut pas rater l'occasion de le faire. Et tout en étant beaucoup plus efficace du point de vue énergétique. Donc, il y a énormément de défis, sans aucun doute, en matière de rénovation. Merci. Nous avons perdu Champ pour un moment.
Donc, nous allons procéder d'une façon différente. Est-ce que je pourrais vous dire que la dernière chose que vous avez dite, et je voudrais reprendre un peu euh, la partie de conserver les zones vertes dans les complexes, les édifications, et nous, dans notre conseil, euh, nous avons dit dans une réunion que nous avons mis en place une politique d'exemption fiscale pour aider à cette initiative. Et j'espère que Sean et d'autres comme Sean vont pouvoir le faire. Il y a des politiques aussi que nous avons mises en place ici dans la région que nous voudrions voir être aussi appliquées ailleurs. Donc, il y a de la motivation hein, pour les personnes, des motivations fiscales pour les rénovations. Donc, c'est très bien. Oui, et par rapport à ces incitations, peut-être, enfin, elles vont très bien marcher pour ce qui est aussi des impôts. Vous pouvez réduire les impôts pour certaines catégories d'appartements ou d'immeubles, et cela ne devrait pas toucher les propriétaires. Alors, lorsque vous vous centrez sur cette catégorie, c'est mieux parce que l'impact est moindre. Et ce qui est mieux, lorsque vous misez toute la catégorie, vous pouvez aussi encourager les rénovations et ceci a un impact sur la valeur de l'immeuble et cela va dans le sens d'un logement abordable et va aussi dans un sens positif pour tous les secteurs. C'est très bien. Oui. Quand j'ai fait mon discours, je vous ai parlé du besoin de changer la démographie au Canada. D'ici 2050, il y aura 2,7 millions de personnes âgées plus de 60, de 85 ans. C'est une augmentation de trois fois. Et nous avons aussi un record de migration au cours des dernières années. Et nous voyons donc beaucoup plus de personnes âgées, parfois qui vivent seuls et plus des personnes qui vont venir au Canada. Et nous avons de moins en moins de logements. Sommes-nous préparés pour ces changements démographiques? Parce que oui, vous bâtissez des immeubles et il y a des personnes qui veulent vivre dans une petite maison avec une petite famille. Êtes-vous préparés pour faire face à cette situation? Bon, peut-être. Nous sommes en train de construire plus maintenant et nous pensons qu'une solution clé serait de construire des maisons qui soient abordables et nous voyons qu'il y a beaucoup de recherches et beaucoup de personnes qui sont ici dans cette réunion et nous voyons qu'il y a beaucoup de personnes avec beaucoup d'argent qui veulent changer la donne. Donc, si l'on pense à tous ces aspects, est-ce que nous sommes en train de construire les bonnes maisons, de la bonne taille? Et est-ce que ce sera des logements où les communautés vont pouvoir participer dans la prise de décision? Peut-être il y a certaines choses qui sont uniques par rapport à ces espaces partagés. Oui, je crois que c'est un projet d'envergure, hein, n'est-ce pas? La question est très bonne. Et votre question est de savoir si nous le faisons et comment nous le faisons. Je pense que les parties, positives est que nous avons beaucoup d'informations, nous avons beaucoup d'évaluations, beaucoup d'analyses et nous voyons maintenant sur le long terme comment la population va changer avec le temps. Mais il faut adapter toute cette information que nous avons pour que ce soit utile pour les personnes. Non, ou j'ai une situation de famille, il y a des possibilités de tout ce que peut changer dans ma situation de maison. Et tout ce qu'il y a maintenant pourrait fonctionner maintenant, mais pas dans le futur. Le système que nous avons maintenant est assez homogène. Les grands développeurs sont grands et très peu nombreux. Vous avez des possibilités de louer et puis acheter.
et puis des systèmes un peu au milieu. Il y a toutes sortes de situations différentes. Je pense que ça va être plus une différence plutôt que euh, qui le fait et quels sont les services qui sont euh, dans le portrait. Je suis curieuse de savoir comment ça va se développer d'une perspective de ville où nous avons euh, ces idées et ces possibilités se réalisent. Il faut regarder le zonage. Maintenant, je ne suis pas une experte sur ça, mais je regarde que dans certaines de ces places qui sont en une zone de une seule famille, mais qu'est-ce que pourrait être de mauvais à augmenter la densité de ce qui est vraiment en existence? Peut-être des maisons de 4 unités ne sont pas des tours, ne sont pas des grands immeubles. Et maintenant, je je entends dire qu'il y a des aînés qui aiment bien leur zonage, qui aiment bien leur quartier. Ils n'auraient pas de problème à avoir euh, des immeubles qui ont 3 ou 4 ou 5 unités. Il faut que les résidents de ces communautés y pensent et acceptent comment ça peut se faire et comment ça peut se montrer. Si vous regardez les grands monstres, il faut dire que vous pourrez avoir des maisons avec 4 unités, avec les mêmes dimensions, euh, des grandes maisons qui ont plusieurs chambres. Il y a tellement de aînés qui ont des problèmes du fait qu'ils pourraient aller dans une maison plus petite, mais ils ne savent pas où aller. Et les développeurs ont besoin de regarder aussi les problèmes d'accessibilité, quelles sont les technologies qui pourraient être nécessaires dans le futur. Mais il y a des immeubles qui peuvent être bâtis pour les années. Il faut avoir des caractéristiques qui pourraient être incorporées dans ces immeubles. Il faut regarder les nécessités des gens qui vieillissent, et quelque chose qui devrait être bien planifié et bien pensé, qui ne l'est pas encore. Alors, je vous demande d'identifier si quelqu'un le fait déjà. Et nous allons le faire. Je pense que j'aime bien l'idée de l'immeuble de 4 unités. Euh, je pense que maintenant, il y a euh, une idée de savoir qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui ne l'est pas dans l'opinion publique. Nous avons vu une recherche qui examinait quels pourraient être les impacts de ces changements. Et évidemment, cela pourrait avoir, en Toronto, par exemple, on a rendu légal l'édifice de 4 unités. Maintenant, je pense que 4 unités pourraient être dans une propriété qui, dans le passé, était d'une seule unité. Maintenant, nous avons pas encore pensé comment ça pourrait fonctionner d'un point de vue économique, mais nous espérons que ça puisse se passer dans les municipalités et dans l'opinion publique. Bref, continue, continue. Vous le ferez quand vous êtes prêt.
Il y a certains exemples, nous pensons maintenant, nous en parlons maintenant de maisons qui sont sans but lucratif, qui ont été bâties dans les années 70 ou 80 et nos communautés ont changé beaucoup depuis ce temps-là. Mais nous n'avons pas eu la possibilité de changer depuis lors. Ces gens-là ont déjà habité dans des maisons de coopératives depuis des dizaines d'années. Et, et maintenant, il faudrait peut-être redévelopper les sites existants qui pourraient avoir plus de densité, encore de propriétés sans but lucratif. Mais, mais comment est-ce que vous votez de démolir votre maison? Un site comme celui-là pourrait accommoder quelque chose de nouveau et pourrait avoir une communauté respectable qui soit sans but lucratif, qui pourrait tout simplement au lieu d'avoir les maisons qui sont de trois ou quatre chambres à coucher, maintenant on pourrait avoir des communautés qui ont besoin de plus de chambres à coucher, mais peut-être on pourrait euh, avoir des unités qui sont plus petites où ils puissent avancer dans leur âge sans problème. Maintenant, il y a plusieurs personnes qui ont une maison qui a été déjà payée et qui pourraient déménager dans des maisons qui sont plus petites, des appartements qui sont plus petites. Et, et maintenant, on pourrait tout simplement passer les grandes maisons à des familles qui ont besoin de plus de chambres à coucher. Au mois de mars ou avril, il y a, il y a quelques bâtisseurs qui arrivent avec toutes sortes de machines qui ont toutes sortes de machines qui rendent les immeubles plus accessibles. Ils peuvent, ils ont maintenant, dans les nouvelles maisons, il y a tous ces éléments qui sont déjà faits et déjà incorporés. Je peux maintenant faire tout un résumé de ce que nous avons déjà dit. Mais je me demande, vous avez parlé de possibilité de payer. Et il y a un changement systématique. Est-ce qu'il y a un système pour rendre les maisons plus abordables? Est-ce que vous avez des réponses? J'ai une grande portrait quand nous avons adopté le pacte de la stratégie nationale. Nous avons déclaré qu'il fallait avoir des maisons abordables. Le gouvernement s'est demandé comment ça se ferait. Je voudrais adopter les principes. Le- la première chose est de investir le maximum de ressources par le gouvernement. Et l'autre que je trouve intéressant, c'est une collaboration entre juridictions. Il ne faut plus tout simplement qu'une juridiction euh, im- ignore des problèmes en dépit d'un autre. Cela, puisque nous n'avons plus besoin de champs de golf dans les villes. Il faut tout simplement les mettre en dehors des villes. Maintenant, nous n'avons pas
euh, le, le droit à la maison. J'ai la possibilité de comment est-ce que comment est-ce qu'on va d'une possibilité d'une maison qui ne paye pas. Il faut tout simplement, on peut évincer quelqu'un qui ne paye pas le loyer. Si le locataire n'est pas un résident, il ne peut pas accéder aux services publics qui le protègent de l'éviction. Il y a tout simplement des parties, quelqu'un qui a par exemple une violence domestique, est-ce qu'on appelle la police? Est-ce qu'il y a des propriétaires qui puissent accepter des gens qui ont ces problèmes? Et il faut tout simplement arrêter de demander à quelqu'un d'autre de s'occuper des problèmes. Maintenant, il y a le problème de l'impôt des propriétés. Si c'est très difficile de trouver l'argent pour fabriquer un immeuble. La- L'État se pourrait aider à faciliter ces constructions, et surtout de faire des maisons qui sont plus abordables. Les guerres dans le Moyen-Orient, par exemple, euh, des réflexions sur le système financier dans le système des titres bancaires. Euh, Maintenant, un des systèmes d'avoir euh, des fonds dans la construction des maisons serait d'émettre des titres bancaires pour le financer. Ces, ces réponses-là sont exceptionnelles, évidemment. Kinder Credit Union le fait, par exemple. Et nous venons d'investir un peu de nos fonds, dans leurs titres bancaires pour bâtir des maisons abordables. Je pense que, franchement, la partie de maisons abordables est le coût des maisons. On pourrait arriver à des solutions de euh, maisons modulaires, de parties préfabriquées dans une usine, puis euh, apportées dans le site de construction, mais déjà partiellement bâti. Et cela pourrait raccourcir le temps de construction et aurait la possibilité aussi de réduire les coûts, mais il faudrait changer le code de construction, mais euh, surtout la possibilité de bâtir des grandes communautés qui aient des possibilités d'accès. Cela est quelque chose qui se planifie d'un point de vue plus large et dans toute une vie. C'est pas- un, un- un politicien municipal ne peut pas être dans un panneau, dans une table ronde sur les maisons sans demander des fonds au gouvernement. Il faut dire aussi, d'un point de vue de l'université de Waterloo, elle doit suivre surtout toutes sortes de règlements municipaux. Et l'université a énormément d'espaces verts, mais nous n'avons pas trouvé quelqu'un à qui parler au sujet d'utiliser cet espace. Maintenant, je veux dire, je, je pense que quelqu'un avait déjà des questions.
quelles sont les questions que vous avez? Ok, Valérie, je veux vous donner des compliments pour ce que vous avez fait. Vous avez mentionné comme changer le rêve. J'aime beaucoup ça. Et vous avez parlé de diversité du système écologique. Comment est-ce que les organisations et les coopératives, comment est-ce que nous pouvons parler, euh, collaborer avec le travail de la ville? Comment est-ce que nous pouvons faire? Je dois retourner au projet que nous faisons déjà. Ce que nous voulons faire, c'est que d'offrir 5 acres. Ça pourrait être un développement ou bien pourrait être plusieurs développements, mais nous attendons que la communauté arrive nous espérons avoir une réponse. Nous espérons que la province nous permette de le faire. Et pour- nous, nous demandons aux communautés sans but lucratif de nous donner de bonnes idées. À part ça, nous avons établi un programme de subvention pour les maisons abordables euh, et le 31 mai est le délai pour recevoir des demandes et nous espérons d'avoir toutes sortes de travail des associations sans but lucratif et des credit unions aussi. On peut aussi aller, et surtout d'un point de vue de la production de maisons semble, qui soient abordables. Votre organisation est peut-être une recette secrète. Est-ce que vous savez euh, comment bâtir? Est-ce que vous pouvez faire des centres culturels? Euh, Comment est-ce que vous placez avec vos 25 acres dans une place où vous pourrez commencer votre travail? Si vous voulez parler à notre planificateur, on peut vous rencontrer. Ce qu'on pouvait, euh, nous n'avons pas eu de support gouvernemental pour bâtir ce que nous avons fait. Il faut tout simplement commencer et c'est vraiment les gens veulent vous parler quand vous avez commencé et vous faites du progrès. Et si vous pouvez, nous, nous pouvons vous aider à vous donner des conseils. Il y avait quelque chose que je ne comprenais pas dans un microphone. Question de l'auditoire. Après avoir entendu la présentation de Miss Curry et la stratégie nationale pour les maisons, je me demande comment le problème des sans-abri sera résolu au Canada. La notion est que comme nous avons adopté cet acte, nous avons changé nos rôles dans le système. Au lieu de passer à parler, maintenant, nous sommes des détenteurs de droits et maintenant, tous tous les autres qui sont dans le système ont des responsabilités. Euh, il faut changer comment les rôles sont assignés et comment toi et moi devenons des gens qui détiennent des droits. Et Sean nous a donné des
des exemples, comment ça influence les évasions, comment ça impacte le rôle des propriétaires de maison. Et comment est-ce il faut voir comment tout ça se tient ensemble d'un point de vue légal. Comment est-ce- S'il y a un problème, comment est-ce que on peut lui faire face d'un point de vue légal? Ils ont créé un conseil national pour les maisons. Euh, je pense qu'ils n'ont pas encore pensé comment les violations individuelles vont être affectées par le nouveau système. D'un point de vue local, régional, nous avons passé de 10 millions de dollars aujourd'hui, mais peut-être plus pour ce qui concerne le plan contre les sans-abri chroniques. Le plan n'est pas encore bien bâti, mais les parties initiales sont des, des conseils qui sont informés par leur expérience de vie et recommandations. Il y a toujours une consultation continuelle d'un conseil communautaire sur les gens qui ont ces expériences peuvent les donner des conseils. Mais par exemple, on pourrait donner des exemptions de taxes de propriété. On pourrait changer le travail que notre région a fait et fait encore pour s'occuper des sans-abri, pour savoir ce qu'on on peut faire pour les abris. Et maintenant, il y a des plans pour la région de Waterloo, c'est ambitieux et en partie sur les sans-abri, en partie pour ceux qui ont un abri qui n'est pas sûr. Et nous essayons de faire des planifications et cela est la direction de notre région de Waterloo. Nous avons besoin de bâtir beaucoup plus. Pour- Quelqu'un nous a dit l'autre jour, il y avait une famille j'ai- quelqu'un qui avait besoin d'un appartement de 2 chambres, mais il n'y avait pas d'appartement disponible. Il y a des gens qui vivent dans des appartements de 2 chambres à côté, mais ils ne peuvent pas avoir autre chose. Tout ça doit être mis ensemble. Euh, Combien de vous on n'a pas assez de chambres à coucher? Euh, dans- Ici, il n'y a pas assez de jeunes de, du fait qu'ils n'ont pas assez de gens qui ont du travail. Il faut que quelqu'un ait un, un travail à temps plein. Les, les étudiants ont passé une résolution pour avoir un bureau qui pourrait avoir euh, des conseils pour trouver des logements. Et les étudiants ont fait plusieurs bureaux où ils ont payé eux-mêmes pour les former. Et ils ont, par exemple, aussi les- le bureau qui s'occupait des passeports pour les étudiants de transport. Des, des, euh, Nous avons besoin de penser en tant que médecin, nous avons besoin de savoir comment former
des bureaux où, là où les étudiants sont capables de le faire. Nous avons perdu tout ça. Une autre question? J'habite dans le parti est de Vancouver et la sémantique est très importante parce que vous savez peut-être de la part des médias, il y a plusieurs personnes qui sont dans des camps de sans-abri et la plupart des gens qui occupent ces espaces sont des autochtones. D'ailleurs, non, ils n'ont pas, ils sont pas sans abri, ils sont sans maison. Spécialement dans la partie de Waterloo, on voit qu'il y a des, des gens euh, qui éliminent les campements et mettent les occupants dans des abris temporaires. Il faut comprendre qu'il y a des communautés à observer. Il y a des gens des gens qui vivent dans des camps, mais euh, euh, ils ne peuvent pas déménager à l'intérieur parce qu'ils ont des communautés dans ces camps-là. Ce que je veux dire, c'est que ce- quand, quand on Et parle quand on parle de habiter donc déménager dans un immeuble de 6 unités par avec maison à 9, il faut dire que les bonnes quand il y a des maisons installations, je me plus pose la hautes, question, est-ce que nous ne devrions pas habiter moi je dans, suis architecte et dans tout ce dans que je des... pense, c'est que tout le monde qui est là-dedans euh, vit à l'ombre. Les, les gens qui habitent dans le 9e étage sont plus en haut que les plus hauts arbres du voisinage. Donc, je pense que quand vous avez des problèmes d'accessibilité, c'est une chose, mais il faut aussi avoir de l'accessibilité à la nature, aux, aux arbres et les choses de la nature. Je peux intervenir vite. C'est aussi sont les choses plus abordables d'un point de vue de bâtisseur, entre 6 et 8 étages. Quand vous parliez de abris indigènes, j'étais à une conférence et ils ont dit que pour eux, on on peut avoir des discussions sur la propriété de l'abri, mais pas dans la propriété du terrain. Il faut y penser aussi ce qu'il faut avoir d'un point de vue réel, c'est que les organisations, il y a un langage spécifique dans la politique qui, qui dit qu'il ne faudra pas payer des impôts de propriété pour le terrain. Il y a aussi la, il faut avoir aussi des abris sur le terrain qui soient contrôlés et bâtis par des autochtones. Parce que toute la propriété aussi implique ce qui est là. Voilà, dans les traités indigènes, il faut avoir la possibilité aussi. La dernière question, et puis on pourra.
Merci de cette grande discussion. Et ce que vous avez dit à propos des étudiants, cela a fait un écho en moi. En tant que diplômée, ce que j'ai pu voir à Waterloo est que les, les familles immigrantes, les familles qui sont là, ne peuvent pas payer les logements dont elles ont besoin pour la taille de leur famille. Et elles doivent donc se contenter d'un appartement dans 2 pièces, par exemple. Lorsque ces personnes veulent avoir un immeuble un peu plus grand, les proprios ne veulent pas les accepter parce qu'il y aura plus de frais, plus d'utilisation de services. Et parfois, ces personnes, ces familles doivent avoir accès à des options qui ne sont pas très sécurisées. Alors ma question est la suivante. Quel est le type d'approche utilisée à cet égard? Quel type d'approche pourrait être utilisé pour essayer de résoudre cette situation? Parce que ces familles ne savent pas quoi faire. Oui, effectivement, nous avons entendu ces histoires de façon assez fréquente. Et notre société, il y a quelques semaines, a reconnu ces problèmes comme étant un défi de recrutement, un défi aussi de rétention, parce que si ces personnes ne peuvent pas trouver un logement sûr et ces personnes peut-être euh, ne pourront pas venir ici dans notre région en raison de leurs conditions. Alors, de la part des bâtisseurs du secteur privé, on a entendu parler dire que lorsque ils vont bâtir des immeubles, ils veulent changer un peu l'approche et utiliser selon les besoins de l'utilisateur du marché. Et si cela, c'est le cas, ce serait un changement positif. Donc, nous devons continuer à dire, à faire de exercer de la pression pour qu'il y ait des appartements à 3 pièces, parce que c'est ce dont la communauté a besoin. Et vous avez le droit légal d'être à l'abri de la discrimination en raison de la taille de votre famille. Et en Ontario, nous avons ce cadre juridique qui n'est pas tout le temps respecté parce que toutes les familles euh, devraient avoir ce droit garanti. Elles peuvent se battre pour l'avoir. Et si nous pouvons donc, diminuer un petit peu le pouvoir du marché pour que ces personnes explorent ces possibilités. Et si les gens exercent leurs droits, cela donnerait beaucoup de pouvoir aux communautés. Donc, nous devons renforcer les structures qui sont déjà en place et qui sont une protection. Mais beaucoup plus de personnes vont devoir s'impliquer et se battre et défendre les droits à avoir des logements comme ceci. Oui, en revenant sur notre dernière question, et à propos de ce que ce panel a abordé par rapport à comment aider les personnes, les communautés, c'est important que dans notre travail, nous pensions aux personnes. Il s'agit de personnes. Il s'agit de les aider. Il s'agit de penser à ce problème qui est complexe. On nous a demandé d'être hardis, mais chaque action compte. Chaque action qui nous mène à la solution compte et on va avoir un impact sur la vie des personnes. C'est juste un rappel, parce que les personnes qui traversent différentes situations, nous devons toujours les avoir au centre de notre démarche pour provoquer un changement positif. Oui, c'est une très bonne fin pour cette conversation. Je veux vous dire merci à chacun de nos panélistes. Vous nous avez donné beaucoup
beaucoup de choses pour nourrir notre réflexion et ça a été très positif. Merci beaucoup. Je tiens à remercier notre animatrice euh, Hélène d'avoir animé ce panel et à chacun des panélistes aussi. Je suis venue vivre au Canada pour mes études et j'y suis restée. Et je pense que cette conversation a été très pertinente. Et alors maintenant, nous allons faire la pause déjeuner, la pause dîner. S'il vous plaît, revenez à temps pour notre prochaine section. Arguments en faveur de la réconciliation économique, découvrir la valeur cachée de la prospérité autochtone. Et je sais que nous avons que vous avez beaucoup de questions, que nous allons avoir une conversation très animée pendant le dîner. Vous êtes la bienvenue, donc vous pouvez continuer ces conversations, mais revenez s'il vous plaît à 13 heures pour la présentation de Jean-Paul Gladu. Euh, Si vous avez des questions, tout simplement, cherchez donc euh, la fonctionnalité des questions de réponse, posez-les. Et donc, rendez-vous à 13 heures. Merci beaucoup.